Bien, donc pour la dernière partie de cette journée très dense, comme vous l'aurez constaté, le programme était effectivement un petit peu chargé, mais j'espère que vous avez apprécié la richesse de toutes ces interventions. Donc on a pensé faire une table ronde pour cette dernière partie sur la thématique finalement qui est au cœur de cette journée, c'est-à-dire l'intégrité scientifique au prisme de l'IST, vraiment l'articulation entre les deux thématiques, information scientifique et technique, dont les urfistes sont l'un des acteurs parmi beaucoup d'autres. Et donc on a réuni un panel d'invités que je vais d'abord vous présenter. Ensuite, Manuel présentera la table ronde. Alors, il est un peu serré. On est un peu... C'est vrai que le dispositif est très serré. Donc, pour éviter tout problème de pression, je vais procéder par ordre alphabétique. Ce sera plus simple. Donc, je vais commencer par Pascal Aventurier. Donc, on t'a connu comme responsable du service IST au centre INRA de PACA à Montpellier. Donc, depuis 1 an, tu es aujourd'hui donc responsable du service IST, Information scientifique et technique, donc de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et tu as participé à beaucoup d'actions nationales, internationales sur le libre accès, sur les données de la recherche. Donc, tu es vraiment un spécialiste de l'IST et c'est à ce titre que nous t'avons invité. Ghislaine Filiatro, donc, tu es directrice de recherche à l'INSERM et surtout tu es déléguée à l'intégrité scientifique de l'INSERM et donc on travaille ensemble à ce titre. Et de plus, tu es l'une coordonnatrice du réseau des référents intégrité scientifique. Mais on t'a invité également pour ton ancienne fonction, puisque tu as été, donc avant l'INSERM, tu étais directrice de l'Observatoire des sciences et techniques, l'OST, pas l'IST, l'OST, au Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche. Et donc, à ce titre, tu as un peu une double expertise vraiment d'IST et d'intégrité scientifique, IST si on veut jargonner. Sabrina Granger, donc tu es co-responsable de l'URFIS de Bordeaux, qui est très bien représenté aujourd'hui à cette journée d'études, puisqu'on avait Hélène Spritniak ce matin. Et donc, tu es conservatrice à l'URFIS de Bordeaux et tu as développer des formations à l'intégrité scientifique au sein de l'URFIS de Bordeaux et de l'Université de Bordeaux. Et donc, c'est une thématique sur laquelle tu travailles depuis plusieurs années déjà. Et donc, tu auras un point de vue IST, là aussi, également tout à fait important. Christelle Hervé, donc vous êtes ingénieur d'études, on vous voit, au SCD de l'Université de Tours. Et vous avez exercé des fonctions des commentaires au service régional d'archéologie à la DRAC de la région Centre, ainsi que des activités de recherche au sein d'un laboratoire, archéologie et territoire. Et vous êtes depuis 2005 responsable de la formation des publics au SCD de Tours. Et donc à ce titre, vous formez les doctorants, les étudiants, notamment à l'intégrité scientifique. Et donc, on a pensé vous inviter pour avoir, entre guillemets, le point de vue des SCD. Bon, bien que, évidemment, vous n'allez pas prétendre représenter les SCD à vous toute seule, mais on tenait vraiment à avoir aussi des acteurs de terrain du monde des bibliothèques, qui sont assez nombreux également. Et enfin, Paul Indelicato. Donc là, c'est difficile d'énumérer tous vos titres, parce que vous avez un CV très impressionnant. Et je résumerai en disant que vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes membre du célèbre laboratoire de physique quantique Kastler-Brossel, dont vous avez été le directeur d'ailleurs il y a quelques années. Et parmi vos nombreuses responsabilités, vous avez été également le conseiller recherche, puis le directeur adjoint de cabinet de Thierry Mandon, dont on a vu ce matin d'ailleurs que Thierry Mandon a joué un rôle capital dans cette intégrité scientifique, parce que si on parle toujours du rapport Corvol, je pense qu'il est important aussi de souligner le rôle de Thierry Mandon, parce que s'il n'y a pas un politique pour donner une impulsion, il ne se passe pas grand-chose non plus. Et donc, vous étiez d'ailleurs intervenu à ce titre au deuxième colloque de l'intégrité scientifique à Nancy en 2017, et vous êtes également conseiller recherche à la CPU, à la conférence des présidents d'université. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'on vous a contacté. Et donc, on voulait avoir un point de vue à la fois politique et d'expert sur ces questions-là. Et donc, nous vous remercions tout particulièrement d'avoir pu vous libérer d'un agenda qui est quand même très, très chargé. Donc voilà, donc on va procéder en 2 parties. Je laisse
Manuel présenter la table ronde elle-même. Donc, je voudrais présenter rapidement l'objet de cette table ronde qui répond au troisième axe de notre journée d'études, comme on l'avait annoncé dans l'argumentaire, et qui pose deux questions. La première, quel est le positionnement des praticiens de l'IST, chercheurs, bibliothécaires, documentalistes, personnels de soutien à la recherche, formation et autres experts de l'IST dans la thématique de l'intégrité scientifique, donc positionnement des praticiens. Et deuxièmement, comment développer la formation, aspect très important déjà évoqué, le conseil, l'expertise, le soutien à l'ouverture des données de la recherche et à la open access et la recherche en soi sur l'intégrité scientifique. Donc, nous avons conçu cette table ronde en deux séquences que nous animerons chacun, Alexandre Serre et moi-même. La première portera sur l'articulation générale entre les deux thématiques, intégrité scientifique et IST. Ce signifie que cette première séquence a un caractère généraliste, non pas au sens péjoratif du terme, mais qui va permettre de discuter sur les principes. Et la seconde partie portera plus spécifiquement sur la pratique, le positionnement des professionnels de l'IST, ingénieurs, bibliothécaires, documentalistes, mais aussi chercheurs spécialisés en IST. Donc sur la pratique de terrain. Et donc dans un premier temps, je cède la parole à Alexandre pour animer cette partie sur la définition des principes de l'articulation entre les deux thématiques, intégrité scientifique d'une part et IST de l'autre. Voilà, merci Manuel. Donc c'est pas évident d'animer une table ronde à deux, donc vous nous direz, j'espère mais on a l'habitude de travailler ensemble. Donc la première séquence, elle se veut un peu, non pas théorique, mais générale, c'est-à-dire pour essayer de fixer un petit peu les principes, le cadre, essayer de faire réfléchir sur ces deux thématiques, parce que les professionnels de l'IST, traditionnellement, jusqu'à une date récente, ne s'occupaient pas franchement d'intégrité scientifique. Enfin, les deux thématiques étaient quand même assez disjointes. Et à l'inverse, les gens spécialisés de l'intégrité scientifique, hormis la question des publications, qui est un peu le point de raccord, n'étaient pas forcément des spécialistes de l'IST. Il y avait quand même non pas une coupure, mais enfin, disons, deux mondes qui sont un peu différents. Et donc, je vais commencer d'abord par Ghislaine Filiatro, qui réunit cette double expertise, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois ancienne OST, actuellement déléguée à l'intégrité scientifique. Et donc, quelle est ton approche de l'articulation entre ces deux thématiques ? Et notamment, en quoi, une question un peu plus précise, en quoi la connaissance de l'IST peut-elle être utile pour aborder les questions d'intégrité scientifique ? D'accord. J'espère que ce n'est pas trop... Non, merci. Je vais essayer de ne pas parler. Alors, je voulais juste préciser que ma connaissance de l'IST est bien antérieure à mon rôle à l'Observatoire des sciences et des techniques, et que je tiens à dire que j'ai été chef du bureau de l'IST, ce qui est encore plus précisément de l'IST qu'au ministère avant d'être à l'Observatoire. Et aussi de dire que lorsque j'étais à l'Observatoire n'était pas au HCRS et n'était pas lié à l'évaluation. Et je voudrais quand même rappeler que les indicateurs, tous ceux qu'on faisait, peuvent servir à concevoir, à suivre, à analyser des politiques de recherche et pas seulement à faire de l'évaluation. Donc c'est deux points importants. Alors j'ai essayé de faire l'exercice, de très concrètement partir de mon activité de référente, de déléguée à l'intégrité scientifique, on va parler de l'IS, et de ce que je sais de l'IST, et donc de faire les liens généraux entre l'IS et l'IST, en essayant de ne pas me trébucher dans les deux sigles, mais bon, il se trouve que ce sont des sigles proches et que ce sont des choses proches. Alors tout d'abord, il faut rappeler, ce que tout le monde sait, que l'IST fait partie intégrante du processus de recherche, et que les règles de l'intégrité scientifique de l'IS s'appliquent à l'IST de manière évidente et naturelle. Et ça se voit parce que ces règles, qui sont formalisées dans la Charte nationale en France, elles s'adressent à tous les professionnels qui concourent à l'activité de recherche. D'un bout à l'autre de notre journée, et quand on dit scientifique, on inclut toute une série de professionnels qui ont leur savoir-faire et leurs compétences et qui sont absolument pris dans le processus de recherche. Donc à ce titre déjà, ce sont les mêmes règles qui s'imposent à tous, si on appelle ça des règles, ce sont des valeurs aussi. Et de toute façon, dans l'IST,
les pratiques même de l'IST incorporent déjà, d'une façon qui est très concrète et qui peut aider justement à l'intégrité scientifique, le système de valeurs qui est celui de la recherche, enfin de l'activité scientifique. Donc c'est complètement incorporé, complètement naturel. L'IST est un outil qui va aider à mettre en œuvre au quotidien l'intégrité scientifique. Et une documentation de qualité, c'est le meilleur support et le meilleur renforcement à la formation à l'intégrité scientifique pour tous les chercheurs, et notamment les plus jeunes, parce que pour comprendre la logique des règles ou des pratiques de l'intégrité, il faut avoir déjà beaucoup de bouteilles en recherche, ce que n'ont pas les jeunes. Et par contre, via l'IST, voilà, je savais que j'allais. Via l'IST, on peut expliciter et rendre très clair la logique sous-jacente à beaucoup de recommandations, de règles ou de pratiques de l'intégrité scientifique. Donc c'est ça le propos. Je ne vais pas pouvoir développer beaucoup, c'est comme toujours désolant. Mais vraiment, je voudrais dire que c'est même pas consubstantiel, c'est absolument la même chose. Et l'IST, c'est un des domaines où on applique exactement les valeurs qui sont les valeurs de l'activité scientifique. Voilà, je vais peut-être pas... Non, si, j'ai encore une minute. Voilà, donc l'idée, c'était que les routines qui sont adoptées et qui sont portées par les professionnels de l'IST auprès des jeunes. J'insiste beaucoup sur le fait que vous avez un rapport privilégié, neutre et de proximité avec les jeunes chercheurs et les étudiants. Donc ces routines, ce sont des routines dont on peut se servir, et j'imagine déjà une formation qui serait vraiment faite comme ça, dont on peut se servir pour porter le système de valeurs et les logiques qui expliquent pourquoi on recommande de faire ci et ça dans notre fameuse charte nationale. Donc vraiment, on pourra développer, on pourra peut-être en parler pour notamment les fameux conflits de signature qui sont un très très bon point d'accroche pour tout ça, de dire que c'est vraiment totalement consubstantiel et que les professionnels de l'IST sont des supports qui sont, on va dire, sous-estimés pour réellement aider à une culture ancrée dans les pratiques et dans tous les problèmes quotidiens. On nous a expliqué, mais sans arrêt, on se gratte la tête pour l'intégrité. Rien n'est évident, rien n'est sans discussion. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de conflits de valeurs, il y a beaucoup de dilemmes au quotidien, il y a beaucoup de complexité. Et les professionnels de l'IST, maintenant qui s'intéressent explicitement à l'intégrité, vont être vraiment des appuis. D'accord. Merci Gilliane. Donc effectivement, je retiens l'idée d'explicitation des logiques de la science qui me paraît très intéressante. Alors, je me tourne vers Paul Indelicato pour vous interroger sur deux points importants, très importants, même la politique de la CPU en matière d'intégrité scientifique, puisque vous êtes conseiller recherche, et puis notamment nous éclairer aussi sur ce que vous nous avez introduit un peu ce matin en nous alléchant, sur le libre accès, qui va se passer beaucoup de choses apparemment, donc vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus sur ce libre accès. Et puis un deuxième point, ce serait votre approche personnelle de cette articulation. Comment vous voyez le lien, notamment entre... à travers le thème de la science ouverte, enfin tout ça est lié bien sûr, mais comment la science ouverte et l'intégrité scientifique se répondent mutuellement? Et quelles sont les limites aussi de l'une et de l'autre peut-être? Alors d'abord pour la politique de la CPU, donc en fait la CPU a été impliquée il y a déjà pas mal d'années. Il se trouve que j'ai été aussi vice-président recherche de l'Université Pierre et Marie Curie. À ce titre, j'ai participé à des travaux qui impliquaient l'INSERM, Michel Hatchwell, Michel Leduc pour le CNRS, je peux retrouver son prénom, M. Duet pour l'INRA, où on discutait ensemble justement pour préparer la charte qui a été signée en janvier 2015. Et donc ça a été une action qui a été... une des premières étapes dans la mise en place d'un système pour mettre en avant l'intégrité scientifique et tous les aspects qui étaient liés à ça. Bon, ensuite, effectivement, je m'en suis occupé aussi à la demande de Thierry Mandon, en forte interaction avec Pierre Corvol, justement, pour aller au-delà d'un rapport, parce que des rapports, il y en avait eu avant. Il fallait, donc la demande express de Thierry Mandon, c'était qu'il fallait à la fin qu'il y ait un dispositif pour rendre l'aspect intégré scientifique part intégrante de système de recherche français. Donc
C'est pour ça qu'il y a eu, à partir, donc, en fait, il y a eu 2 rapports Corvol. Il y a eu le premier rapport qui était un état des lieux et un certain nombre de recommandations sur ce que c'était l'intégrité scientifique, il y avait un vadémécum, etc. Et une deuxième partie qui était qu'est-ce qu'on fait en pratique pour mettre ça en œuvre. Et donc, le temps était limité parce que c'était en fin de législature, et donc il y a eu très peu de temps, mais ça a permis justement la création de l'office, la lettre circulaire, etc., et de lancer le dispositif, la recommandation à l'ANR aussi de prendre ça en compte. Enfin, donc tout ça a été fait assez vite, alors que de mémoire, le premier rapport très intéressant, mais qui n'avait pas vraiment eu d'impact, a été daté de 2010. Donc voilà. Voilà, exactement. Alors après, sur l'IST, je vais parler donc de la science ouverte. Alors effectivement, il y a un mouvement qui a démarré, en particulier en Allemagne, entre donc la HRK, qui est l'équivalent allemand de la conférence des présidents d'université, et puis l'Institut Max Planck, qui a donc, il y avait à Berlin cette semaine plutôt, il y avait la 14e conférence, c'est une conférence annuelle qui parlait de sciences ouvertes. Et donc le gros changement qu'il y a eu cette fois-ci, c'est qu'il y avait le monde entier représenté, c'est-à-dire qu'il y avait y compris l'Académie des sciences chinoises et leurs responsables des publications, enfin, des bibliothèques. Il y avait le Japon, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Université de Californie, qui est l'ensemble de toutes les universités californiennes, ce qui représente un énorme opérateur de recherche. Et donc, il y a un mouvement qui se dessine à l'échelle mondiale sur changer le modèle de publication, en fait. Donc, le paradigme, pour le dire vite, parce qu'on a travaillé 2 jours et demi là-dessus, c'est de dire, voilà, on va arrêter de payer pour lire les publications. On va payer finalement un forfait pour... alors, ça peut être au niveau d'un établissement, d'un pays, etc. Ça dépend des endroits, pour pouvoir publier. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, soit vous pouvez lire une publication parce que vous êtes abonné à la revue, soit vous pouvez la lire gratuitement si les auteurs ont payé ce qu'on appelle des APC, des paid charges. Et là, le modèle, ça serait finalement payer globalement un forfait pour publier, donc à un coût à décider, et de passer à un modèle où tout le monde a accès à tous les articles publiés finalement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de revues sous abonnement, mais seulement des revues où on a payé une fois pour toutes pour publier, et ensuite tout le monde peut y accéder. Alors ça a plusieurs buts. Il y a donc ce mouvement qui organisait la conférence qui s'appelle Open Access 2020. Donc l'objectif est d'arriver à ce modèle-là en 2020. Et puis ça a été renforcé par le plan S qui a été proposé par la Commission européenne sous l'initiative de Robert Ian Smith, qui a été chargé de cette problématique, et qui est de dire en gros, et qui est un mouvement d'ailleurs qui existe aux États-Unis depuis longtemps, qui est de dire à partir du moment où il y a un financement public de la recherche, elle doit être accessible à tous les gens qui ont payé pour qu'elle ait lieu. Donc évidemment, du coup, ça devient accessible au monde entier, mais ça fait partie aussi de l'intérêt du développement de la recherche. Et donc l'idée, c'est de passer donc à ce modèle sans changer le coût. Alors c'est là qu'il y a un conflit avec un certain nombre d'éditeurs. Par exemple, pour les Allemands, Elsevier, vous voulez à la fois payer une certaine somme pour l'accès aux publications qui restait encore sur abonnement et rajouter une deuxième somme pour payer en open access, alors que donc la HRK et son président ont dit on va payer la même somme qu'avant. Hein, c'est ça l'idée d'à peu près tous les gens qui étaient de la table, c'était de garder les mêmes coûts en faisant basculer le système vers un système complètement ouvert, quitte après, une fois que la transition aura lieu, avec les coûts qui sont inhérents, qui sont considérables, de baisser les prix pour tout le monde. Donc voilà à peu près l'état actuel. Donc il y avait 37 pays autour de la table qui étaient à peu près tous sur ce modèle-là. En France, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a encore une discussion entre le passage total à l'APC, ce qu'on appelle l'Open Access Gold, c'est-à-dire payant, même si ça devient forfaitaire, c'est-à-dire c'est plus chaque équipe qui paye, c'est payé globalement. Et puis l'Open Access Green, où finalement on dépose les articles sur des bases de données, soit avant, soit après publication, avec des notions d'embargo. Et puis, donc, l'autre chose qui était aussi discutée, c'est de dire on fait tout ça avec le fait que le chercheur, maintenant, ne passe plus le copyright à l'éditeur, mais garde le copyright,
parce que sinon ça donne lieu aussi à de possibles dérives sur la réutilisation des données, etc. Alors, tout ça aussi, dans un deuxième aspect, c'est justement la donnée, parce que certains de ces éditeurs ont déjà changé de modèle. Ils sont en train de passer de « on fait payer pour lire ou pour publier » à « on va faire payer pour récupérer les données de la recherche » si on veut faire par exemple du text data mining, c'est-à-dire d'aller chercher des données faites par plusieurs chercheurs différents, éventuellement dans plusieurs pays différents, pour pouvoir en extraire des choses que chaque recherche individuelle ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas la quantité de données suffisante. Et évidemment, le fait aussi de rendre des données visibles, ça permet de vérifier les conclusions d'un article, par exemple. Mais alors là, ça pose des tas d'autres problèmes où je pense là l'IST devient un acteur central. C'est l'interface, comment on y accède. C'est comment on valide ces données par rapport aux articles publiés, etc. Comment on fait le lien. Et là, il y a tout un champ de travail et de développement et de recherche qui est extrêmement considérable parce que vous pouvez toujours mettre vos données en ligne. Si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça ne sert à rien. Vous allez avoir des bits et puis voilà, personne ne peut en rien faire. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et c'est aussi un gros conflit potentiel avec justement les éditeurs qui voient ça comme une mine d'or pour pouvoir revendre aux chercheurs les données qu'ils auront produites sur argent public. Donc là, il y a encore du travail avant d'avoir un système opérationnel. Et il n'y a qu'à voir au niveau soit même français, quand je trouve que j'étais dans les réunions interministérielles sur la loi de République numérique, où il y avait un gros problème sur le fait d'inscrire la possibilité de faire du text data mining dans la loi, hein, de la fouille de données, comme on dit en français, avec un conflit avec, par exemple, le ministère de la Culture qui considérait que le copyright devait être absolu et qu'on ne devait surtout pas pouvoir faire ça. Et avec tous les problèmes pratiques, est-ce qu'on peut stocker les bases de données dans son propre ordinateur le temps de faire l'analyse, etc. Enfin, il y avait des tas de questions. Et là, maintenant, la même chose s'est reproduite au niveau européen, puisque ils ne sont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un texte qui permettrait à la fois aux chercheurs de faire de la fouille de données tout en protégeant le copyright des journalistes. Enfin bon, là, il y a des vrais... contre les GAFA et autres. – D'accord, donc là vous ouvrez des perspectives vraiment extrêmement intéressantes et on peut espérer que c'est l'écosystème de la science qui était peut-être en train de bouger. Et vous faites aussi une excellente transition avec le rôle de l'IST, justement, et je me tourne vers Pascal Aventurier, justement sur comment tu vois cette question non pas du rôle des professionnels, ça ce sera pour la deuxième partie plutôt, mais le lien entre l'intégrité scientifique et l'IST, et donc la pratique d'une IST intègre, etc. Comment tu vois cette problématique-là, notamment à travers l'exemple de la science ouverte et de l'accès aux données? D'accord. Alors, déjà, effectivement, la science ouverte change beaucoup les pratiques. Quand on parle... quand on parle d'IST et d'intégrité scientifique, il y a effectivement l'idée de donner les bonnes pratiques aux chercheurs. Ça me paraît important, ça me paraît la base, on va dire. On a parlé de revues prédatrices, il faut effectivement alerter, donner des listes, discuter avec les chercheurs de ces revues prédatrices, des conférences prédatrices. Un autre point, c'est l'utilisation des indicateurs aussi, qui sont souvent mal utilisés. Donc là, on peut donner effectivement des conseils sans être vraiment expert. Déjà, on peut facilement comprendre que ResearchGate, le ResearchGate Score, c'est quelque chose qui ne tient pas la route parce que ça change, la définition change sans arrêt, qu'il faut comparer ce qui est comparable, etc. Le respect de la propriété intellectuelle et le respect de l'éthique. La propriété intellectuelle, c'est vraiment important. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'open science et open access qu'on a le droit de tout faire. Aussi, il faut bien le rappeler. Et ça a été dit d'ailleurs un petit aussi. On peut ouvrir des données, d'accord, mais il y a beaucoup de cas, on ne peut pas ouvrir les données, et il y a tout un travail à faire en amont, et il faut effectivement promouvoir l'open science, mais de manière éthique. Donc, éviter les mauvaises conduites en sciences, omission de résultats, de citations, ça aussi on peut former sur le sujet. Sous l'authorship, la signature, on en a parlé, l'affiliation en définissant des règles et en rappelant les règles. Et justement, en plus, ça aide après pour mieux repérer les publications. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis, tout ce qui est métrique pour l'évaluation, c'est aussi important. Alors, donc après, quand même, je voulais parler d'un outil qui me paraît important, qui est cité dans le plan S,
et qui resitue un petit peu les éditeurs prédateurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec le revue Open Access, etc. C'est le DOAJ, le Directory of Open Access Journals. Alors il est cité dans le plan S, parce que dans le plan S, il faut que la revue soit inscrite au DOAJ ou en cours d'être inscrite pour pouvoir recevoir la subvention, pour pouvoir déposer. Et donc du coup, ça met aussi de la pression sur cet outil et qui monte en qualité, qui refuse beaucoup de revues, qui a plus de 50 critères de sélection des revues. Et j'avais préparé une diapo que je voulais montrer. Mais bon, c'est pas possible, mais vous regarderez. Oui. Alors c'est le Directory of Open Access Journal, c'était créé dans les années 2000, et ça répertorie tous les revues qui sont en open access, qu'elles soient Gold avec un modèle payant ou sans modèle payant. Et d'ailleurs, c'est la majorité des revues où on peut soumettre sans modèle payant. Et donc, ils ont des ambassadeurs un peu partout dans le monde et des critères d'intégrité et de transparence qui permettent ou non à la revue d'être inscrite dans le DOAJ. Et ça me paraît très important parce que on parle de revues prédatrices et du coup, ça porte préjudice évidemment au modèle de l'open access. Mais en fait, il y a quand même un site où on peut se dire, alors en plus, il y a d'autres choses. On a parlé des sites qui alertent sur les revues prédatrices. Il y a aussi un site qui s'appelle Think Check Submit, qui indique les bonnes pratiques pour vérifier sur les revues, les conférences. Mais en tout cas, là, on a un outil qui, à mon avis, est vraiment central dans notre réflexion. Voilà. Donc après, le dernier point qui est important pour l'IRD, et je pense pour tout le monde, ça a été cité, je crois, par la ministre. Je suis arrivé en retard, mon bus, j'étais bloqué. Mais voilà, c'est avoir un modèle open access et qui soit soutenable pour tous les pays, y compris les pays qui ne peuvent pas payer les APC et qui n'ont pas les moyens de mettre d'énormes moyens dans la recherche. Donc, il faut rappeler quand même, alors là, je voulais aussi vous montrer la carte du monde, vous savez, avec les pays qui rétrécit en fonction des pays et des nombres de publications par auteur dans chaque pays. On voit bien qu'il y a un déséquilibre nord-sud. Et donc, aussi un déséquilibre par rapport à la recherche, qui est quand même très centrée, c'est les journaux qui sont dans le Web of Science. Et donc, quand on n'est pas dans des thématiques qui sont vraiment centrales, en fait, on a tendance à publier les journaux du Web of Science et à citer les journaux du Web of Science. Il y a à peu près 10 000 revues, et en tout, il y a 100 000 revues dans le monde. Donc, il y a plein de sujets. En fait, ça crée une sorte d'attraction des sujets de la recherche dans le Web of Science, et un sujet qui ne pourrait pas être publié dans ces revues Web of Science ou qui ne citerait pas le Web of Science, devient moins pertinent, moins facile à travailler, moins facile à étudier, etc. Donc il y a une véritable, à mon avis, distorsion de la recherche qui se fait, et ce n'est pas uniquement Nord-Sud, c'est vraiment un problème d'éthique plutôt. Et voilà, donc ça c'est important. Évidemment, les APC, quand on voit les prix qui sont pratiqués les APC, je ne sais pas comment on va faire pour payer tout ça. Je ne sais pas comment ça va évoluer non plus, mais déjà pour nous, c'est très cher. Donc pour plusieurs pays, c'est vraiment très cher. Et donc voilà, il y a aussi l'intérêt de travailler sur le groupe du COSO qui s'appelle la bibliodiversité, qui essaie de promouvoir d'autres manières de publier ses recherches et de les valider. Alors pour l'instant, c'est beaucoup de différentes initiatives, on va dire, qui ne sont pas capables de traiter les 3 millions d'articles qui sont produits. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font en dehors de ces revues de rang A, enfin du niveau Web of Science. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'ai encore des choses à dire. Ah oui, la dernière chose, c'est qu'il y a quand même des modes de financement qui se mettent en place, qui permettent de financer des initiatives sur des modèles open. Et il y a donc SCOS, Knowledge Unleashed, et ça pourrait être des modèles dans lesquels les bibliothèques pourraient participer pour financer des initiatives sur la science ouverte. D'accord. Ok, merci Pascal. Donc, je me tourne vers ma voisine, Christelle. Hervé, donc, quel est votre regard de professionnel dans une BU, donc sur cette articulation entre les deux choses, entre l'intégrité scientifique et l'IST, dont vous êtes actrice, bien sûr. Comment vous voyez ça ? C'est vrai qu'en préalable, ce que je vous avais dit, quand j'ai accepté de venir à cette table ronde, c'est que je suis pour ma part ni spécialiste de l'IST, ni spécialiste de l'intégrité scientifique, et que je viens avec ma casquette de formatrice, effectivement, puisque là, pour le coup, voilà. Et sur une entrée, en plus, un peu spécifique, puisque moi, je m'intéresse particulièrement au niveau L.
Donc on a beaucoup parlé effectivement des doctorants. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une nécessité, enfin en tout cas au niveau de la formation, nous on en est convaincus, de former les étudiants. Mais c'est vrai qu'en fait, on a pris le parti, enfin chez nous en tout cas à l'Université de Tours, d'avoir une vision un petit peu globale en fait sur ces problématiques liées à l'intégrité scientifique, et en commençant par la formation des niveaux L, et notamment sur le plagiat. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on l'a entendu aussi ce matin, qu'on est là aussi pour former des citoyens. Donc ça me paraît très important. Et donc l'intégrité scientifique, à mon sens, fait partie de cette formation qu'on doit dispenser auprès des étudiants. Et c'est vrai que les étudiants qu'on voit avec nous des niveaux L, tous ne sont pas doctorants. Il y a une partie qui vont aller sur d'étudiants qui vont arriver sur le doctorat, mais toute une autre partie, effectivement, qui ne seront pas pour autant donc sur ce champ-là. Mais c'est vrai que la formation, moi, me paraît être une entrée intéressante. On a bien vu, avec toutes les limites, bien sûr, parce qu'on voit bien j'ai bien aimé l'idée d'écosystème, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on a des acteurs différents. Il y a des choses sur lesquelles on aura prise, d'autres pas. Mais en tout cas, l'angle de la formation me paraît être un angle intéressant pour former vraiment des citoyens avec cette idée que l'intégrité scientifique à tous les niveaux, niveau L, niveau M, et bien sûr, bien évidemment, le niveau D avec l'IST. Voilà. On ne peut qu'abonder de toute façon, parce que je pense que la formation commence même, ça a été dit aussi ce matin, je ne sais plus qui a dit que ça commence aussi au lycée, pour la familiarisation avec la méthode scientifique. Et je termine le premier tour de table donc avec évidemment Sabrina Granger, donc sur même question, même punition. Donc comment vois-tu l'articulation entre les deux, et quels sont, avec une question supplémentaire, quels sont pour toi les apports de l'approche transversale de l'IST ? Bon, l'IST est par essence même forcément transversale, multidisciplinaire, et donc comment tu vois cet apport de la transversalité de l'IST quand on parle d'intégrité scientifique ? Et à contrario, j'ai envie de poser aussi la question, comment tu vois la limite de l'IST par rapport à l'intégrité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui échappe dans l'intégrité scientifique spécifiquement ? Qu'est-ce qui échappe à l'IST ? Quels sont les points sur lesquels les professionnels de l'IST ne pourront pas aller ? Je ne sais pas si ça... alors, je me lance au moins sur la première. On va bien commencer par quelque chose. C'est une question qu'on a beaucoup débattue aussi au sein du réseau des URFIS en disant oui, mais ce n'est pas à nous d'aller, etc. Bon, voilà, donc je voudrais qu'on aborde aussi cette question-là. Bon, alors, je vais essayer de répondre à la première déjà. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop l'impression que je prends le périph'. Mais pour moi, en tant que praticienne... La première question, c'est comment fait-on pour aider les chercheurs à résoudre ce que Bouther appelle les Everyday Research Dilemmas. Alors, pardon pour l'accent de mauvais élève de 6e. La problématique, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour proposer une offre de service qui puisse aider les chercheurs sur ces problématiques d'intégrité scientifique. Et pour ce faire, pour moi, la première étape en tant que praticienne, c'est déjà d'essayer de mieux comprendre le contexte dans lequel les chercheurs travaillent, produisent des données, produisent des articles. On est dans un paradigme de data-driven research, donc je suis désolée, je sévis encore avec l'accent. Et ce contexte, comment est-ce qu'on pourrait le caractériser, le dépeindre ? Déjà, le premier élément marquant pour moi, c'est la démultiplication des outils numériques, le poids du numérique. Alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté. La nouveauté, c'est pas qu'il y ait de nouveaux outils. La nouveauté, ça va être davantage en fait la vitesse à laquelle les outils de production et de dissémination vont apparaître. Moi, je dirais qu'en fait, là, on est dans un paradigme depuis plusieurs dizaines d'années où on a la bibliothèque d'Alexandrie, on la met dans un accélérateur de particules. L'avantage, c'est que les chercheurs vont pouvoir avoir des outils qui vont leur permettre d'aller très finement pour répondre à leurs besoins. Par exemple, si on pense notamment à toutes les solutions open source, si je prends par exemple l'environnement R qui va permettre de faire de la data science et qui est très prisé pour sa puissance en applications mathématiques et statistiques, au début, en 1997, il y avait 11 personnes qui disposaient du code source. Actuellement, la communauté R, c'est des millions d'utilisateurs. Et les champs d'application, si on regarde les packages qui sont disponibles, ça va de l'actuariat à l'imagerie médicale en passant par des tas d'autres choses. Donc ça, c'est le côté positif. Le petit bémol, le gros côté négatif même, ça va être que les chercheurs sont confrontés, toutes disciplines confondues, à une tyrannie du choix. Et là, ça devient difficile parce qu'on va voir que c'est une dynamique en fait, qui va renforcer les inégalités.
Pourquoi ? Parce que face à cet environnement extrêmement foisonnant, mais aussi extrêmement labile, seuls les chercheurs qui ont un capital de compétences important vont être les plus à même à s'orienter dans cet environnement. Donc on voit bien dans quelle mesure cette dynamique elle peut avoir un côté pernicieux. Et on voit aussi que ça a des effets pas seulement sur la production des données, mais aussi la production des savoirs, puisque là, je m'appuie sur Ioannidis et Trikalinos, qui parlent d'un effet proté. Qu'est-ce que c'est l'effet proté ? En fait, c'est lié aussi aux procédures, aux dynamiques induites par la dynamique du publish or perish, mais c'est aussi lié à ce que le numérique a fait à la recherche. C'est-à-dire qu'avec toutes ces opportunités de production de données offertes par les outils numériques, il y a une relation temporelle qui s'est inversée entre le temps de la production et le temps de l'analyse. Ce qui fait que dans des domaines où la compétition est extrêmement forte, où il y a une pression extrêmement forte du côté de l'évaluation, grande va être la tentation de publier des résultats assez, on va dire, retentissants. Et on va voir en fait se succéder sur un rythme, sur des séquences de plus en plus courtes, des études avec des résultats très contradictoires. Donc ça, c'est quand même, ça pose une question quand on est professionnel de l'IST. L'autre élément de contexte, à mon avis, à comprendre, à essayer d'appréhender, parce que là, c'est extrêmement difficile d'en parler dans une très courte séquence, c'est toute la problématique qui a déjà été évoquée au long de la journée de la crise de la reproductibilité. Alors, je vous la fais version bagage à main, parce que personne n'est d'accord sur la définition à mettre la reproductibilité des uns et la répétabilité des autres. Donc, je vais passer l'étape de la définition. Mais par contre, effectivement, on voit bien que même si d'aucuns, comme Fanelli, ou même Barba disent qu'en fait on exagère peut-être cette notion de crise et qu'il faut davantage parler de nouveaux paradigmes, quand même ça pose une question très importante sur la fabrique des données, la fabrique de la recherche. Alors pour répondre, pour renouer avec la question que peut apporter une approche transverse à des problématiques qui vont être traitées de façon très différente en fonction des disciplines, ça va être notamment de favoriser un débat sur les méthodes. Parce que si on se réfère en fait aux théoriciens de la reproductibilité, la plupart vont souligner le manque de débat au niveau des méthodes employées dans les différentes communautés scientifiques. Et Plesser va encore plus loin. Pour lui, il considère même que le recours à l'informatique a oblitéré ces questions de méthode, puisqu'en gros, on a des données qu'on va traiter de façon informatique, et tout se passe comme si le paramétrage de ces outils numériques n'avait pas à être interrogé. Donc, premier élément. Et on voit bien qu'on n'est pas forcément sur le trio des FFP, fraude, falsification, plagiat. Il y a aussi d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre dans la recherche. Alors là, une fois de plus, c'est pas pour dire qu'il s'agit d'une nouveauté, c'est davantage pour l'avoir en tête. Ça va être la dimension sociale, culturelle de la recherche. Tous les processus sociaux qui vont traverser la production des données numériques. Par exemple, si on s'intéresse aux statistiques, Guy Gerenzer, alors je suis désolée, je prononce mal son nom aussi, parle lui carrément de rituel statistique. Et d'autres chercheurs parlent en fait de l'importance des biais cognitifs dans la production de la recherche. Et là aussi, il s'agit de s'interroger en tant que professionnel de l'IST sur comment est-ce qu'on peut faire pour faire dialoguer des communautés avec des pratiques parfois extrêmement différentes sur ces questions de méthodologie. Et finalement, est-ce que le rôle de l'IST, l'apport de l'IST et d'une approche transverse, ça pourrait être pas justement inciter les chercheurs à faire un pas de côté et à dialoguer autour de ces questions ? Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a déjà largement débroussaillé les choses au cours de cette première séquence. Et donc, je passe le micro à Manuel, qui a le micro également, pour la deuxième séquence sur le rôle des professionnels. On l'a déjà abordé, mais de façon plus précise peut-être. Voilà, c'est-à-dire effectivement le positionnement des professionnels de l'IST dans le contexte de l'exercice de leur activité. Je voudrais revenir sur une certaine catégorie d'agents qui sont, je dirais entre guillemets, des agents doubles, qui sont souvent des ingénieurs d'ailleurs, et qui servent d'interface entre, d'une part, les chercheurs purs, entre guillemets, j'allais dire,
et puis tout le secteur de la diffusion de l'information scientifique et technique. Je vais prendre un parallèle très simple. Le cas de ce que dans le monde anglo-saxon on appelle les patent liaisons, c'est une fonction qui existe depuis au moins une cinquantaine d'années, c'est-à-dire des gens qui, dans les laboratoires, qu'ils soient publics ou privés, vont servir d'interface entre les chercheurs, les ingénieurs qui élaborent des innovations d'un côté, et d'autre part tout le volet juridique, c'est-à-dire le dépôt de brevet, le suivi, etc., etc. Et souvent, ce sont deux sections, deux secteurs, deux volets de l'innovation qui sont totalement étanches. Et bien souvent, les ingénieurs vont passer, entre guillemets, le bébé à un service juridique qui, par la suite, dans le dédale de la propriété industrielle, vont transformer et présenter d'une certaine façon qui est tout à fait formelle et bien cadrée l'innovation en question pour la protéger. Dans d'autres domaines, il existe des collègues qui, dans le secteur actuel qui est très sensible, qui est celui des données de la recherche, vont avoir la double compétence, c'est-à-dire la compétence scientifique de l'organisme dans lequel ils travaillent et qui vont faire l'acquisition de données juridiques qui vont permettre de mieux appréhender cette problématique des données de la recherche. Et c'est toujours, aujourd'hui encore, ce sont des situations d'équilibrisme qui sont assez difficiles à tenir, mais ces agents, ces personnels qui sont en quelque sorte amphibies sont de nécessité vitale dans les organismes pour effectivement, dans le contexte juridique qui est le nôtre actuellement, essayer de poursuivre dans ce qu'on pourrait appeler la bonne direction. Je voudrais d'abord commencer à demander par Pascal Aventurier, qui a une expérience à la fois à l'INRA et à l'IRD et qui, me semble-t-il, tient un petit peu cette fonction de liaison, quel sentiment il a dans son travail au quotidien sur le terrain, sur cette question. Oui. C'était prévu, ça. Non, oui, d'accord. Bon, le lien se fait quand même dans les laboratoires, dans les équipes qui sont un petit peu pas forcément au niveau des laboratoires. On a des interfaces avec les chercheurs, mais pas forcément aussi précises que ça pour détecter des choses ou travailler avec. Voilà, donc je ne sais pas si tu... sur quoi tu entends exactement. Question d'expertise, question d'aide à l'appréhension d'un certain nombre de choses qui sont plus de l'ordre de l'IST, mais qui sont au service de la science pour améliorer sa diffusion. Et donc, il me semble que dans ta pratique, tu exerces ce type de fonction. Hein. C'est la mission culture scientifique et ce qui en tient lieu, par exemple. Et à l'INRA, tu avais des activités qui relevaient assez de ce domaine. Oui, j'ai un peu de mal à répondre, hein, honnêtement. Ouais, là, non. On a une mission culture scientifique et technique à l'IRD. Donc, oui. Mais qui fait vraiment de la diffusion, de la variation de colloques, des expositions, des films audiovisuels pour valoriser, diffuser la science. Oui. Après, bon, évidemment, on a une fonction à l'IST de valorisation, diffusion de la science à travers les archives ouvertes. On met en place la diffusion, l'ouverture et le stockage et la préservation des données de recherche avec d'autres missions internes. D'accord, mais ça implique une liaison quand même avec les chercheurs. Ça n'est pas totalement éthéré. Mais oui, non, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais cette liaison, elle se fait à travers une sensibilisation à l'intérêt que peut avoir la diffusion dans les archives ouvertes, voilà, la valorisation de leur travail, de tout ce qui est autour de la communication scientifique. Et mais voilà, c'est justement sur ce point que oui, d'accord. D'accord. Bah oui, la communication scientifique, c'est effectivement très important. Il faut pouvoir décrire ces objets de recherche de manière à ce qu'ils soient visibles sur le web, qu'ils soient accessibles. Donc là, ça implique qu'il y ait une communication, qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, qu'il faut savoir mettre en place son identité numérique. Voilà, l'identité numérique, le gros problème des affiliations qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Alors, le problème des affiliations, je pense que Ghislaine Filiatron en parlera mieux que moi.
Mais il y a un gros travail effectivement qui est fait dans les instituts de recherche et dans les universités pour harmoniser les affiliations dans les adresses des publications pour qu'on les retrouve de manière plus cohérente dans le Web of Science. Plus cohérente et en rapport avec l'intégrité scientifique. Est-ce que dans les signatures, il y a un moyen de veiller à ce que les signatures, je dirais, de complaisance soient limitées, ou est-ce que tu peux avoir dans ta fonction une vision sur des questions d'intérêt ouais, ça c'est etc. Est-ce qu'il y a... Bon, si tu veux, sur cette réponse d'affiliation et d'intégrité, bon, à l'IRD, il y a beaucoup d'UMR avec le CNRS, avec l'université. Donc on a fait en sorte que pour les affiliations, elles contentent tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde soit présent, puisse être repérage, puisque dans les affiliations, en fait, il faut que l'organisme soit mis d'une certaine manière avec un point-virgule pour qu'il soit repéré par les algorithmes, etc. Oui, au-delà de ça, dans l'affiliation, il y a les contributions intellectuelles et les contributions financières. Est-ce qu'il y a une façon d'harmoniser ça pour qu'il y ait un minimum de... Non, dans les affiliations, les auteurs, il y a les affiliations des auteurs qui ont participé au travail. Et donc après, il y a un champ dans les funding, donc qu'on peut renseigner sur les sujets. Donc c'est ça. Est-ce que là, il n'y a pas une vision particulière de cette question des remerciements, cette question des grants? Est-ce qu'il y a, sur le plan de l'agent IST qui est spécialisé dans la question, est-ce qu'il n'y a pas une vision particulière de cela pour le rendre plus pertinent et plus harmonieux? En fait, non, pas vraiment. C'est les chercheurs qui renseignent ce champ. Nous, on ne les renseigne pas dans nos bases de données internes, c'est dans le Web of Science. Après, bon, effectivement, c'est tout un travail d'indicateur qui est fait, mais qui échappe à l'IST, dans le sens où il y a des missions de valorisation dans les organismes qui font, eux, ce travail de consolidation de ces données. Donc là, on ne travaille pas sur les données des contrats. On veut veiller à ce qu'elles soient bien saisies, mais... Voilà, après, c'est dans les bases de données. Non, il n'y a pas vraiment de travail. Enfin, ça peut-être dépend des pratiques, mais je te réponds franchement. Sabrina, tu voulais mettre en avant, me semble-t-il, ce rôle important des ingénieurs qui sont des pivots quelque part dans leur structure. Et je ne sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus. Alors, ouais, moi, je partirais plutôt sur n'importe quoi, on n'est pas dans une émission de cuisine, pardon. Je parlerais plutôt de la problématique de la production des données plutôt que de celle des affiliations. En fait, c'est vrai que ces personnels, ils ont un rôle absolument stratégique dans les unités de recherche, puisqu'ils peuvent être des ambassadeurs de bonnes pratiques en termes de méthodologie numérique. Le constat qui avait été fait par les fondateurs des Software Carpentries, en fait, ça avait été qu'une très grande majorité de chercheurs ne sont pas formés en bonne et due forme aux bases en fait de l'informatique scientifique. Qu'est-ce que ça va être? Par exemple, ça va être séparer les données brutes des données analysées, ça va être du versionning de scripts, etc. L'apport donc que peut constituer la présence de gens de personnel dans des unités, ça va être ça. Typiquement, l'autre jour, un ingénieur de recherche en calcul scientifique m'expliquait qu'il y avait une chercheuse qui était venue le voir. Elle lui disait: j'ai 600 tableurs Excel à analyser, je dois en extraire la cellule D3, la 4, la 1, etc. Je pense que je vais faire appel à une doctorante. Donc la réaction du collègue, ça a été oui, mais on peut aussi aimer la vie et on peut aussi faire un script qui va permettre d'interroger les données de façon beaucoup plus fiable. Elle fait: mais tu es sûre, ça va prendre beaucoup de temps, je suis extrêmement pressée. Elle lui a dit: bon, fais-le si tu le veux, mais moi je me lance quand même avec la doctorante. Donc je veux pas de suspense, vous savez qui a gagné à la fin. Mais tout ça pour vous dire que non seulement ils peuvent être des ambassadeurs de bonnes pratiques, mais aussi ils peuvent faire le lien justement avec les professionnels de l'IST et tous les services qui ont trait à la formation des chercheurs, à l'accompagnement des missions de recherche, puisqu'ils sont les témoins du quotidien en fait des chercheurs et de toutes les pratiques, de ce qui peut être rangé dans la grande catégorie de ce qui va avoir trait à
alors je me réfère encore à Bourter, l'impact on trust, c'est-à-dire tout ce qui va permettre aux pairs de renforcer la confiance entre eux. Et donc ces bonnes pratiques, ça va être aussi pas seulement sous l'angle technique, ça peut être aussi sous l'angle méthodologique, puisque en termes de méthodologie, notamment dans les statistiques, ça évolue régulièrement. C'est pour ça que même si l'arrêté de 2016 a mis vraiment le focus sur les doctorants, qu'on parle beaucoup des doctorants dès qu'il s'agit de formation et de formation à l'intégrité scientifique, il ne faut pas non plus oublier les chercheurs seniors, mais on en a parlé au cours de la journée, et il ne faut pas non plus oublier en fait les relais que peuvent être les ingénieurs affectés dans les unités de recherche. Merci. Je voulais revenir sur les affiliations. Il me semble qu'il y a souvent des affiliations qui sont indues, qui sont malhonnêtes, et des gens qui s'attribuent des choses dont ils ne sont pas les auteurs. C'était un petit peu dans ce sens aussi que je voulais faire cette observation. Paulin Delicato, vous êtes un chercheur affirmé, convaincu et disons à part entière, et en même temps vous exercez des fonctions particulières à la CPU. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact de l'aspect information scientifique et technique réellement en lien avec l'intégrité scientifique dans l'exercice de votre profession et de vos diverses activités spécifiques? Alors bien sûr, au niveau de mes recherches, moi je suis physicien, je travaille dans un domaine qui est un peu différent de ce qu'on a beaucoup discuté, qui est plus du ressort de la biologie. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a le fait que le niveau d'exigence quand même sur la recherche qu'on fait maintenant a beaucoup changé par rapport à ce qui se faisait à une certaine époque, simplement parce que ayant des outils de plus en plus performants, ayant des matériels de plus en plus chers, de plus en plus complexes à utiliser, ça change quand même le positionnement du chercheur. Donc il faut, outre le fait qu'il faut savoir écrire des rapports, aller chercher de l'argent, etc., ce qui est un peu différent d'il y a quelques années malgré tout, il faut aussi être capable d'avoir des connaissances suffisante pour connaître ses limites, au moins, c'est-à-dire être capable d'aller chercher un spécialiste de statistique ou un spécialiste d'informatique. Et on parlait de transdisciplinaire. Le transdisciplinaire, ça peut être inhérent à un sujet. Quand on parle du climat, il faut mettre ensemble des gens de tas de disciplines différentes. Mais de nos jours, pour faire certains types de recherche, il faut avoir des liens avec d'autres chercheurs qui peuvent à la fin participer à des articles ou simplement vous guider pour vous indiquer où il faut aller chercher l'information dont vous avez besoin. Donc là, il y a un vrai changement. Et je crois que c'est peut-être aussi, quand on parle on a beaucoup parlé d'évaluation et j'ai participé à pas mal de comités, mais il y a une dimension supplémentaire qui est la complexité des recherches qu'on mène aujourd'hui. Et quand on parle de reproducibilité, il peut y avoir, ça peut être lié à des mauvaises pratiques, ça peut être lié à la complexité du sujet. Je connaissais un chercheur donc un biologiste, parce que le marché a changé et que le sérum de veau physiologique qu'il utilisait a changé de marque. Ces expériences qui marchaient parfaitement bien se sont arrêtées, par exemple, parce qu'il y avait des impuretés dans l'un qu'il n'y avait pas dans l'autre. Donc je crois que peut-être le message le plus important, c'est que il faut avoir des gens qui ont des visions transverses, des professionnels de l'IST qui connaissent des chercheurs dans des domaines différents, etc., pour qu'on se rende compte du niveau de complexité où on arrive à la recherche de nos jours. Il faut se souvenir qu'il y a des tas de chercheurs éminents dont tout le monde parle, Pasteur, Galilée, etc., où si on refaisait les expériences avec les critères d'aujourd'hui, on ne pourrait pas honnêtement en déduire les résultats qu'ils ont obtenus, et ça n'empêche pas qu'ils étaient vrais, ces résultats. Mais donc entre le fait qu'on on a une idée et qui peut être extrêmement valable sur le point de vue de la compréhension du monde, mais la façon de l'obtenir, c'est devenu beaucoup plus compliqué. On va chercher des choses beaucoup plus fines. Quand on mesure les temps avec des horloges atomiques à 10-20, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avec donc une précision relative avec 20 chiffres significatifs. Ça n'a rien à voir avec des choses qu'on faisait il y a seulement 30 ou 40 ans avec des précisions qui étaient très faibles finalement. Donc il y a tout cet environnement-là et qui fait que le chercheur individuel peut avoir du mal, même s'il travaille bien, même s'il est parfaitement intègre, etc.,
Il y a tous ces aspects dont on n'a pas forcément même conscience. Alors, ça se rajoute à fait tout ce qu'on a dit sur la pression et tout ça, et ça, c'est un vrai problème. Mais c'est peut-être pas non plus spécifique au monde de la recherche. On entend régulièrement dans le monde politique, et par exemple, Thierry Mondon avait fait appel à un laboratoire de recherche pour évaluer l'impact du crédit impôt recherche. Il y a de plus en plus de pression pour évaluer les politiques publiques. On entend dans la rue ces jours-ci avec des gens qui portent du jaune, qui disent d'un côté on veut payer moins d'impôts, on veut avoir plus de retour de l'État, et donc à la fin, la quantité d'argent étant un nombre fini, il faudra prendre l'argent quelque part. Et donc, on va regarder quelles sont les choses qui semblent contribuer à la société. Est-ce que de nos jours, tous les citoyens qui payent leurs impôts, dont une partie finance à la recherche, sont convaincus que la recherche est utile, par exemple, hein, Donc l'évaluation, il n'y a pas que le fait qu'on se dit on va évaluer, publish or perish, etc. Il y a aussi un aspect sociétal qui est important. Et là, il y a des choses aussi à évaluer du point de vue de la sociologie, de la même façon que la sociologie, le fonctionnement d'un laboratoire, des équipes de recherche selon les disciplines. Il y a des pratiques très différentes. Dans certains domaines où je travaille, les gens signent par ordre alphabétique, par exemple. Donc ça change complètement par rapport à d'autres discussions. J'en ai eu une la semaine dernière, puisque c'est justement des recherches interdisciplinaires, des gens qui viennent de la physique des énergies et d'autres qui viennent de la physique atomique, qui disent bah oui, mais si on prend des doctorants et qui ne signent pas en premier les articles dans lesquels ils auront travaillé et qui continuent en physique atomique, ils ne seront pas reconnus. Alors que du côté de la physique des hautes énergies, le fait d'être doctorant, le chercheur qui a eu l'idée ou je ne sais pas quoi, ça ne compte pas, on signe par ordre alphabétique. Donc tout ça, ça va demander des liens entre les différentes disciplines, d'avoir des professionnels qui sont capables de mettre les choses en perspective, d'aider les jeunes chercheurs. Je pense qu'au niveau de la formation, d'aider les jeunes chercheurs à se rendre compte de cet environnement qui est quand même assez nouveau et qui évolue très très vite. Entre ce que je faisais il y a 20 ans et maintenant, les techniques, les moyens, etc. ont complètement changé. Donc, alors, du point de vue des établissements, pour prendre maintenant ma casquette CPU, il y a la même discussion. On a, par exemple, à l'école d'été annuelle de la CPU, cette année, le sujet c'était quel va être l'impact des grands domaines de recherche qui sont en train d'exploser en ce moment sur les établissements des présidents d'université qui étaient là. Et donc, par exemple, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a bien sûr formé en intelligence artificielle, mais ça va aussi avoir un impact sur la perception même des établissements. Ça va changer la société, le travail, etc. Donc, comment on fait pour prendre ça en compte? On a parlé de biologie génétique, CRISPR-Cas9, et il y a encore eu la semaine dernière toute une polémique sur des enfants prétendument nés après avoir été manipulés génétiquement en Chine. Donc, il y a un impact de la recherche à l'heure actuelle qui peut être extrêmement rapide, qui peut être très, très, très fort, et il faut que les établissements se mettent en état de marche pour pouvoir développer à la fois les formations qui vont bien, les aspects d'intégrité, mettre en œuvre les aspects d'intégrité scientifique qui vont être, ou d'ailleurs d'éthique, qui vont être indispensables pour arriver à naviguer dans des eaux qui sont quand même extrêmement turbulentes. Merci Ghislaine Filiatro. Comme l'a rappelé Alexandre Serre tout à l'heure, vous avez un passé important à l'Observatoire des sciences et des techniques, avec donc cette question de l'évaluation qui a été amplement discutée aujourd'hui. Et maintenant, donc vous êtes chargé de l'intégrité scientifique à l'INSERM. En quoi, si vous voulez, cette première expérience a pu vous influencer ou exerce-t-elle telle ou telle orientation sur votre activité actuelle de référente intégrité scientifique à l'INSERM? Alors, d'abord, pour être franche, je redis ce que j'ai dit précédemment, je ne me suis pas du tout vécue à l'Observatoire des sciences et des techniques, ni au bureau de l'IST, comme travaillant en lien avec l'évaluation. Parce qu'en fait, on faisait des indicateurs macro, on s'occupait de politique publique. Et quand j'étais au bureau de l'IST, on s'occupait des éditeurs et de tout ce dont vient de parler Paul Indelicato. Donc vraiment, pour moi, voilà, il n'y a pas le lien avec l'évaluation. Je l'ai vécu en tant qu'ancien chercheur. Et là, je peux, comme tous les chercheurs, en dire très lourd et très long, mais ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai fait le lien professionnellement. Alors, je vais me permettre un écart, parce que moi, je voulais revenir sur parce que voilà, tout ce que vous avez dit, évidemment, je l'avais préparé et je l'avais réfléchi, comme les rôles des professionnels de l'IST. Peut-être quelque chose que vous diriez moins, parce que c'est depuis mon expérience de référente intégrité scientifique
Alors à l'INSERM, dans le biomédical, l'essentiel de mon activité, c'est de prévenir les manquements à l'intégrité scientifique en faisant des médiations scientifiques, ce que j'appelle des médiations scientifiques. Et les médiations scientifiques, c'est quand le travail, ou du moins la publication, est bloquée parce qu'il y a un conflit scientifique entre des chercheurs qui ont travaillé ensemble, qui doivent ensemble publier, par exemple. Il y a d'autres motifs de conflit, mais on peut prendre celui-là parce qu'il est intéressant, et qui donc vont se retrouver en conflit. Alors, vous connaissez les signatures qui n'ont pas à être là, les signatures qui manquent, l'ordre des signatures en biomédical. Enfin, je ne reviens pas là-dessus, vous avez entendu tout ce qu'il fallait. Mais je voulais dire que dans ces cas-là, la dimension interhumaine, la dimension de conflit, la dimension d'injustice passée, la dimension de rapport de force, qui est très importante, la dimension des enjeux pour les différents individus, font que le conflit est bloqué. Et que le référent intégrité, son rôle, c'est d'être un tiers qui arrive dans le jeu, qui est un tiers de confiance, parce qu'il a des connaissances, parce qu'il a un savoir-faire, et parce qu'il peut rappeler de manière assez neutre, et le plus neutre possible, mais le plus pertinent possible, les règles et les bonnes pratiques, et les logiques, et les valeurs qui doivent sous-tendre la façon de dénouer ces conflits. Et pour moi, les référents intégrité peuvent jouer un rôle analogue, parce que c'est un biotope et parce qu'ils sont eux aussi au contact direct, donc j'insiste, des jeunes, des chercheurs, des étudiants, et qui peuvent contribuer en permanence à une culture de l'intégrité en action, qui peuvent encourager ceux qui sont justement, ils peuvent rééquilibrer les rapports de force en encourageant les plus jeunes à aller parler, à demander des discussions ouvertes en laboratoire sur la façon dont on a arbitré, ou bien ou mal, les signatures, parler de leurs soucis, et donc encourager à une culture où tous ces problèmes qui sont des problèmes difficiles, douloureux, pas faciles du tout à aborder entre chercheurs et dans le milieu de la recherche, doivent être traités de manière la plus solidaire, parce que ce sont aussi des équipes qui produisent, et parce que tout ce qui arrive, c'est pour tout le monde que l'article va être publié. Donc pour moi, les référents IST, j'allais dire, vous voyez, c'est les professionnels de l'IST, comme les référents intégrité, ils doivent contribuer à une culture permanente d'expliquer que ces choses-là sont normales, qu'elles viennent de la complexité, qu'elles viennent de collaboration entre des personnes qui ont des systèmes différents de repérage. Enfin, toutes ces choses doivent être sans arrêt dédramatisées, rappelées, neutralisées, mises en discussion. Et je pense que vraiment, les professionnels de l'IST qui ont des savoir-faire, des compétences et une légitimité de par leur neutralité, et parce qu'ils sont des offreurs de services, peuvent être entendus et jouer un rôle important. Au moins, en tant que référent intégrité, c'est un rôle qui réellement, et je le vois, est très efficace. On dénoue les choses à l'avance. Et rappeler les règles de manière neutre, sans viser personne, sans autre fonction que de rappeler les choses et de dire qu'il faut en parler en labo. Il y a des réunions de labo, il y a toute une vie des laboratoires. Ça suffit quelquefois à faire changer l'atmosphère et à faire qu'on se rappelle toutes ces choses et on se mette à nouveau à pouvoir se fixer non pas sur le conflit et les problèmes interpersonnels qu'on a, mais sur ce qu'on doit faire ensemble. Merci. Christelle Hervé, votre rôle est de toute première importance dans notre débat, puisque vous êtes un petit peu, je dirais, à la source. Autrement dit, on a parlé beaucoup aujourd'hui de la quasi-nécessité de former les jeunes, je dirais même avant le baccalauréat, sur ces questions d'honnêteté intellectuelle, tout simplement, c'est-à-dire apprendre à dire « je ne sais pas, madame » ou « je ne sais pas, monsieur » quand on pose une question, et ne pas répondre n'importe quoi pour avoir l'air de savoir quelque chose qui ne correspond à rien. J'ai le souvenir d'étudiants de M2 en chimie qui proposaient des graphiques tableaux ou figures qu'ils avaient puisés sur Internet quelque part, mais qui étaient en rapport avec leur sujet. Et quand on leur demandait « ça vient d'où ?» Ils répondaient « d'Internet. Internet, c'est une propriété publique. Bon,
non, la notion d'auteur, ils ne connaissaient pas. Et puis, quand on leur demandait, mais est-ce que au moins vous comprenez cette courbe, vous savez à quoi elle correspond, là, évidemment, c'était un peu le mutisme. Il y avait une espèce de naïveté, je vous dis ça, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, une très grande naïveté, c'est Internet, c'est des images, on va mettre des images, comme autrefois dans le primaire, on collait des images dans les cahiers pour illustrer ce qu'on faisait. Alors évidemment, ceci forcément par la force des choses a changé. Comment vivez-vous cela à l'université de Tours ? Alors, l'exemple que vous donnez est très intéressant, justement, parce que vous dites que ça se passait comme ça il y a 8, il y a 10 ans, mais en fait, c'est encore comme ça. Là, j'en ai pour preuve, on a testé en fait sur des étudiants en L2 de l'université de Tours, et on a testé en fait sous forme de questions un petit peu interactives ces étudiants-là pour tester justement, voir un peu où ils en étaient sur certaines notions, et notamment tout ce qui concerne la recherche donc sur Internet. Et en parallèle, comme on a travaillé aussi sur le plagiat, on a quelques questions qui ont été sur cette thématique-là. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, alors, quand on parle des ressources de la bibliothèque, quand on est sur le papier et même sur l'électronique, on arrive à leur faire comprendre quand même que, il faut citer ses sources, etc., tout ce qui relève du plagiat. Et ça, c'est un processus dans lequel on rentre assez facilement. C'est-à-dire qu'a priori, même si l'étudiant ne connaît pas, au bout de la formation, on arrive à avoir quelque chose qui tend vers quand même quelque chose de correct, notamment sur cette question du plagiat. En revanche, dès qu'on les questionne, et là on est sur du niveau L2, alors pas L1, ils ont déjà une année quand même, un peu plus, même une année et demie, eh bien en fait c'est troublant parce que sur tout ce qui concerne effectivement l'accès à la documentation sur Internet, c'est sur Internet, donc je peux m'en servir. Et c'est vrai que les réponses sont à 50-50. Je veux dire, là, il y a une moitié des étudiants qui disent non, il faut citer ses sources, enfin qui ont quand même conscience qu'ils ne peuvent pas prendre tout n'importe comment, mais il y a une autre moitié quand même, et c'est énorme sur les cohortes qu'on a, qui disent non, on peut prendre, et puis on se sert, et voilà, et on réutilise directement. Donc sur les histoires des images, sur les graphiques, sur toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des questions très très importantes, puisque je pense que dans la tête de l'étudiant, en tout cas au niveau L, et sans doute peut-être même au niveau M, eh bien, ce n'est pas clair en fonction du type de document non plus. C'est-à-dire que je reprends un graphique, et le graphique, effectivement, je ne le reprends pas dans n'importe quelle condition, etc., etc. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé à la fois avec les étudiants, parce qu'on faisait de la sensibilisation en fait, au plagiat sur les niveaux L1 de l'université de Tours. On avait beaucoup de retours d'étudiants en fait, qui nous disaient on reste un peu sur notre soif. Et c'est vrai qu'on voyait que ces étudiants se posaient des questions. Donc on le faisait de manière interactive pendant des ateliers ou des TD. Et on voyait bien qu'il y avait un positionnement où l'étudiant se disait « Ah bah oui, là dans ce cas-là, là j'étais pas dans les clous. Pourquoi je suis pas dans les clous ?» Et en fait, qu'il y avait quand même une demande de la part des étudiants. En parallèle, on a eu aussi une demande de la part des équipes pédagogiques, bien évidemment, puisqu'on sait que, en tout cas, le problème du plagiat se pose tôt. Après, on voit bien les répercussions que ça peut avoir sur l'intégrité scientifique aussi. Donc, en fait, on a travaillé avec les équipes pédagogiques, les enseignants, et on a essayé de produire, là, en l'occurrence, un cours en ligne sur le plagiat qui s'adresse aux étudiants de L2 et L3 de l'université de Tours. Donc là, il a été testé sur le premier semestre. On est en train de faire le bilan. On a notre réunion la semaine prochaine. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été bien suivi, qu'a priori, il a bien fonctionné. Bon, voilà. Après, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, puisque là, on est sur un cours en distanciel, donc c'est des modalités assez particulières, assez spécifiques. Mais bon, en tout cas, nous, on est très contents des premiers retours qu'on a, en tout cas, autant de la part des étudiants que de la communauté, des enseignants aussi, qui vont aussi, du coup, nous apporter un éclairage. Alors, je tiens à préciser qu'on a travaillé aussi avec Hélène Morin-Lindar, qui est spécialiste du plagiat, qu'on a la chance d'avoir à l'université de Tours, et qu'on a vu aussi récemment Thierry Moreau aussi, bien sûr, qui est notre référent intégrité scientifique, et avec qui on envisage aussi, là, plus des actions, puisque là, je vous ai parlé du niveau L, sur les niveaux master, notamment. On voit bien que, en tout cas, nous, à l'université de Tours, et en faisant un petit tour d'horizon, en fait, de ce qui se fait un petit peu dans les BU en France, on a un positionnement des BU sur le plagiat. Donc, par exemple, nos collègues de Bordeaux qui ont fait un jeu vidéo en ligne, la Subponea, sur le plagiat, avec des modalités en fait, qui sont intéressantes au niveau pédagogique, puisque là, on est sur d'autres modalités. On voit bien qu'on a sur les niveaux doctorants
juste suite au rapport Pierre Corvol, etc., des choses qui se mettent en place, qui étaient déjà en place, dans certains cas, dans beaucoup de cas. Mais on voit bien que côté doctorant, il y a vraiment une prise de conscience et on voit bien que là, on a des entrées importantes. En revanche, au niveau des masters, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a effectivement des endroits où il y a des formations à l'IST, beaucoup sur les masters, mais peut-être beaucoup moins sur cet aspect sur l'intégrité scientifique, à proprement parler. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi, on l'a vu, sur tout ce qui est gestion des données. Donc, tout les données dans les labos, et comment, en fait, on peut aussi essayer, en tant que professionnel, nous, d'apporter notre aide méthodologique, j'allais dire, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je me place comme ça, et je pense que la plupart des collègues se placent comme ça. On a vraiment le côté méthodologie qui, couplé en fait à la discipline, au disciplinaire, fait que là, on arrive en fait à avancer, à proposer des choses aussi de manière un petit peu collective aussi. Ça, c'est important, parce qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, quelle que soit la casquette qu'on a dans l'université. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, y a-t-il parmi les intervenants tel ou tel qui souhaiterait rebondir? Oui, je t'en prie. Moi, j'ai un petit remords. En fait, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question d'Alexandre. Donc, désolé pour le retard à l'allumage. Qu'est-ce qui serait exclu du champ d'intervention des professionnels de l'IST? C'était ça la question que j'ai. En fait, je dirais que peut-être que la seule chose à s'interdire, c'est d'avoir une vision trop restrictive de ce qu'est l'intégrité scientifique. Parce que la collègue venait d'en parler justement. Certes, il y a le plagiat, on se focalise énormément là-dessus. C'est très important, c'est fondamental. Mais il y a aussi tout ce qui va concerner les étapes préliminaires, le study design, et puis tout ce qui va graviter autour de comment est-ce qu'on évite de sombrer dans les pratiques de recherche questionnables. Donc ça, c'était le premier point. Et pour finir très vite, je dirais que ce qui me frappe au fil des échanges de cette journée, c'est que finalement, il y a ce besoin justement de faire passer le message à la société civile ou aux non-spécialistes, on va dire, sur qu'est-ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que le processus scientifique. Et je trouve que Dorothy Bishop, qui est une chercheuse en psychologie, a une proposition intéressante. Elle, ce qu'elle propose, c'est de dire finalement le critère d'excellence de la recherche avec le paradigme de l'open science qui tend à se généraliser de plus en plus fort. Est-ce que ce ne serait pas de dire finalement c'est je ne me trompe jamais, mais je m'en trompe, je sais pourquoi et comment je le corrige. Donc voilà, c'était cette problématique de l'éthos du chercheur qui change. D'accord. Merci, Sabrina. Bien, je pense que oui, pardon. Oui, je voulais donner un petit complément sur Sciences ouvertes suite aux remarques de M. Aventurier. Justement, l'idée du système que donc ces 37 pays qui étaient présents à Berlin veulent mettre en place, c'est que c'est plus une équipe individuelle qui paye les frais de publication. Ça devient un paiement global aux éditeurs. Alors, ce n'est pas incompatible avec le fait que c'est soit national, enfin, ça dépend un peu des pays, mais c'est souvent national, effectivement. Et donc, du coup, ça change la pression. S'il n'y a plus une pression pour chaque équipe d'aller chercher des financements spécifiquement pour publier, pour être lu par le plus grand nombre. Après, il y a une vraie question, c'était quest impact ça peut avoir sur les pays qui ont pas les mêmes genres de moyens financiers que l'Allemagne, les États-Unis ou la France. Et en fait, il y avait un représentant de Columbus, qui est une association d'universités d'Amérique du Sud, qui disait qu'ils ont fait une étude sur ces 30 et quelques établissements et qu'en fait, ça leur ferait faire des économies parce que finalement, pour l'instant, ils lisent beaucoup plus que ce qu'ils ne publient. Donc, de ce point de vue-là, parce que ça donne évidemment accès à toute la recherche mondiale, si on fait ça dans tous les pays à fort impact scientifique. Donc, ça reste des vraies questions, mais c'est quand même en partie pris en compte dans les discussions. Et ça n'empêche pas, parce que c'était aussi une forte partie de la discussion, de développer des journaux qui auraient des coûts inférieurs, qui ne dépendraient pas des éditeurs, des très grands éditeurs qui ont aussi des aspects financiers importants et qui sont relativement peu chers à mettre en œuvre, avec des pratiques sur le reviewing, sur les éditeurs, l'éditeur au sens scientifique du terme, qui permettent d'avoir des développements intéressants sans rentrer dans les énormes moyens des Elsevier et autres Springer. Voilà. Je peux répondre ? Donc, oui, juste. Oui, il faudra ensuite donner la parole, la parole à la salle. Oui. Même à la salle. Non, très rapidement. Oui, vous avez raison. On regarde ça avec intérêt. Simplement, la crainte qu'on a, aussi au niveau des pristes, on en discute, les responsables
des organismes de recherche, c'est que si on passe sur un modèle tout APC, on ne maîtrise plus les coûts. C'est-à-dire que si les coûts augmentent, on est obligé de payer pour publier. Et donc voilà, et là, il y a quand même des questions qui se posent, mais je pense que le débat devient un peu technique. Voilà, oui, là, on changerait le thème de la table ronde, parce que c'est un autre modèle. Donc, je ne sais pas qui veut poser des questions. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'a dit Ghislaine, parce qu'en fait, c'était un point humain avec le côté bienveillance. Et c'était une discussion qu'il y avait eu aussi à l'HCERS, c'est-à-dire que dans les commissions, en fait, au-delà de la méthodologie, on arrive avec une forme de bienveillance. Moi, j'ai une question, en fait, à Madame Granger, mais qui peut-être, au niveau, mon expérience en termes de formateur, c'est que l'IST est très peu connu, en fait, pénètre extrêmement peu les étudiants, quel que soit le niveau, qu'on aille de la licence au master ou au doctorat. Et si on est à 10% actuellement, je pense qu'on est extrêmement optimiste. Se met en place, donc si je replace le discours que vous avez dit dans le cadre en fait d'un espace numérique, oui, c'est pas espace, mais en fait un monde dans lequel le numérique prend de plus en plus de place. Cette prise de conscience a été faite à travers la certification qui était les certifications C2I au niveau des universités et qui est transformée récemment en certification PICS avec le groupement d'intérêt public qui a mis en place un certain nombre de tests qui s'adressent du cours préparatoire jusqu'au doctorat en passant par les formateurs. Il me semble qu'il n'y a rien sur l'IST dans PICS et de rien en fait au niveau justement ce que vous soulignez, les liens entre IST et intégrité scientifique. Donc est-ce qu'il n'y a rien parce que les urfistes ne sont pas du tout en lien avec le GIP PICS, ou bien en fait c'est une volonté pour séparer en fait les deux problématiques, puisque l'outil PICS a au moins un intérêt d'être global, quoi, et qu'il pousse l'ensemble dès la classe primaire à s'auto-évaluer, à savoir en fait à quel niveau on est dans le monde numérique dans lequel on vit, etc. Bon, alors là, je m'accroche. Je pense que ma réponse ne va pas être satisfaisante, mais bon, les éléments que je peux apporter, c'est que pour former le public des chercheurs, c'est extrêmement difficile. Les collègues, parce que en fait, l'IST déjà est mal comprise, parce que qu'est-ce que ça englobe comme périmètre? Quand on parle de compétences numériques, ça va être, moi je parle aussi de compétences en programmation, ça va être maîtriser Python, maîtriser R, etc. Et du coup, on voit qu'on est sur un périmètre plus large que ce qui est envisagé sans doute dans le C2I. Alors, j'avais deux questions. Ouais. Le C2I était une formation générale en fait, aux outils et au monde numérique dans lequel on est et qui va couvrir ou qui couvre du cours primaire jusqu'aux formateurs. Sur les formateurs, en fait, les derniers arrêtés ont imposé à ce qui est 32 heures pour les nouveaux recrutés d'enseignement pédagogique. Selon les universités, on a des instituts en fait, de développement pédagogique. Là aussi, en fait, à ma connaissance, Strasbourg ayant été un des premiers à créer ce qu'on appelle l'IDIP, l'Institut de développement et d'accompagnement pédagogique, il n'y a pas d'interface avec l'IST. Il n'y a pas d'interface avec l'intégrité, etc. Alors qu'il y a maintenant cette obligation de formation avec 32 heures de dégagement en fait, sur les nouveaux recrutés. Sur les contenus, en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne va pas mettre les mêmes contenus du tout en fonction des organismes de formation qui interviennent. Certains vont, derrière certaines heures obligatoires, carrément inclure des modules qui ont davantage trait, selon moi, à l'éthique qu'à l'intégrité. Mais bon, ça fait aussi partie de l'arrêté, éthique et intégrité. Et d'autres, en fait, moi, je milite, entre guillemets, pour une vision assez extensive de l'intégrité scientifique et de l'IST. Donc c'est pour ça que par exemple certains modules qui ne seraient pas étiquetés intégrité scientifique, moi je considère en tant que praticienne que ça relève de l'intégrité scientifique dans la mesure où on va essayer de s'inscrire sur des compétences qui vont permettre aux chercheurs de développer en fait des processus de meilleure qualité. Et quand je parle de processus de meilleure qualité, c'est pas dans l'idée d'une espèce de standardisation à tout crin, C'est l'idée de on passe par des choses plus robustes pour affermir une sorte de
fiabilité des résultats, mais avec la plus grande prudence, parce que c'est davantage dans l'idée de moins insulter l'avenir, parce que les dépendances du code qui fonctionnaient bien à un instant T, rien ne nous prouve que dans 2 semaines, elles vont se comporter d'une façon similaire. En général, bon, c'est assez difficile. Donc c'est vraiment une approche extensive, mais aussi modeste. C'est dans l'idée, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de moins insulter l'avenir. Mais sur la question du numérique, là, le travail, il est absolument, le champ d'exploration, pour moi, il est absolument immense. Et donc ça va être effectivement de repartir des bases, la recherche d'informations, mais ça va être aussi tout le traitement des données, mais même en amont, tout ce qui relève du study design, comment est-ce qu'on va aussi travailler dans un cadre qui va permettre aussi de limiter les biais dans la façon ensuite dont on va collecter les données, les analyser, etc. Merci Sabrina. Avant de passer la parole. Oui, je voulais juste réagir là sur Pix, justement. Ça me semble pas être forcément l'outil adapté tel qu'il est conçu actuellement. Je m'explique parce que déjà, on devait avoir une plateforme de positionnement au démarrage. Ce n'est pas le cas. Donc là, la main est laissée effectivement aux universités. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que dans le cadre des compétences numériques qui sont du coup déléguées dans les universités, dans ces cours, on pourrait très bien intégrer, pourquoi pas, quelque chose sur l'intégrité scientifique, plus sur l'IST, etc. Néanmoins, dans les questions qui sont posées, il y a effectivement un champ, mais très peu, enfin, je ne sais pas en pourcentage ce que ça donne, c'est presque rien sur effectivement les compétences informationnelles, etc., et sur l'intégrité scientifique. Donc l'outil tel qu'il est conçu actuellement n'est pas adapté. Il serait, si on voulait s'en saisir, voilà, être... C'est exactement ma question, c'est pourquoi la CPU n'a pas pris en charge directement cet aspect multidisciplinaire que vous décrivez parfaitement bien, et donc fait un outil qui n'est pas adapté ni à IST ni à intégrité scientifique, et dans lequel il y aurait toute logique à ce qu'il soit complet, qu'il évolue pour arriver à le prendre totalement en compte. Voilà, il pourrait y avoir des modules supplémentaires, parce qu'en fait, je pense qu'il est utile sur certains champs, mais effectivement, sur les champs dont on parle aujourd'hui, effectivement, il n'est pas adapté du tout. Enfin, J'avais 3 questions courtes. La première, elle est un peu anecdotique et humoristique, mais est-ce que dans les affiliations, on le voit encore de moins en moins, mais on pourrait demander aux gens de ne plus mettre CEDEX, parce que mes collègues anglo-saxons demandent où est CEDEX. La deuxième chose, c'est d'éviter les UFR, Unités Formation et Recherche, et mettre des facultés, parce que mes collègues, ils se demandent qu'est-ce que c'est que les UFR. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose qui est, je pense, intéressante, un étudiant passant sa thèse, parfois, a des articles déjà publiés. Il les met dans sa thèse sous la forme finale. Est-ce que c'est du plagiat? Puisque la thèse, maintenant, se trouve aussi sur le net. Ça, c'est une question intéressante, je crois. Et puis la troisième, c'est à propos de l'open science et du plan S. Le gros débat qui est sur les revues hybrides, hein, puisque normalement, avec le plan S, il n'y a plus d'hybride, hein, tout est en open access. Or, c'est actuellement, en tout cas, ce qui fait un peu vivre les sociétés savantes, puisque les grands éditeurs, grâce à ça, grâce à ce qu'ils font payer aux instituts, etc., vont redonner un petit peu d'argent aux sociétés savantes, qui les redonnent sous forme de prix, etc. Il y a un gros débat là-dessus, hein, sur le plan S. Voilà, c'était un petit peu les 3... Je réponds sur les affiliations. Juste une phrase pour dire qu'effectivement, je n'avais pas bien compris la question de Manu, mais effectivement, on fait beaucoup de choses avec les chercheurs pour les former aux bonnes pratiques de la publication, de la recherche documentaire, etc. Donc, incidemment, dans la bibliographie internationale, on aura des références dans lesquelles seul le premier auteur est cité, qui est en tête, et puis le fameux étal. Ça, c'est une problématique d'intégrité scientifique sur laquelle on passe beaucoup, alors que souvent, le 4e auteur est celui qui a mouillé la chemise et que le premier... bon, voilà. Enfin, je ferme la parenthèse. Non, je voulais juste rappeler que les règles UFR, CEDEX, tout ça, c'est en train de se résoudre parce que toutes les universités, organismes et peut-être d'autres organismes aussi ont mis en place des règles de signature. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est des choses qu'on enseigne aux étudiants, qu'on enseigne aux nouveaux chercheurs et qu'on regarde et on voit quand on fait les repérages dans les bases de données que c'est suivi parce que l'enjeu était compris. Voilà. Alors oui, une dernière question car nous approchons de la fin. Bon, alors 2 questions et oui, et nous pourrons clôturer les travaux.
Merci. Donc, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, Didier Chollet, référent intégrité scientifique, Université de Rouen. Depuis 2016, les doctorants ont obligation de recevoir une formation à l'intégrité scientifique. Il y a 3 conséquences. La première, il serait logique, c'est ce qu'on va faire nous à l'université, dans les inscriptions thèses à partir de l'année prochaine, puisque ça fera 3 ans pour ceux qui vont soutenir en 3 ans, qu'il y ait une attestation à minima de présence dans l'idéal de formation ou de réussite. Donc, est-ce que c'est prévu d'être mis en place au niveau des universités? C'est une question que je pose. La deuxième, c'est que les directeurs de thèse, eh bien, pour avoir été dans une vie antérieure directeur d'école doctorale, on s'aperçoit que quand on explique aux doctorants dans une salle les règles, les lois, les logiques, etc., et qu'ils vous répondent, et c'est exactement le contraire que m'a dit mon directeur, voilà. Donc il faudrait qu'à un moment donné, il y ait aussi un effort vis-à-vis des encadrants. Et donc, du coup, la troisième conséquence, c'est est-ce qu'un jour, pour candidater à une HDR, il ne faudra pas aussi avoir une attestation de formation intégrité scientifique, par exemple? Bon, ce sont d'excellentes questions et qui sont difficiles parce que, pour l'instant, c'est difficile de convaincre les collègues, en particulier, qu'il y a une vraie problématique. J'ai le souvenir un peu cuisant d'avoir défendu exactement ce que vous venez de dire devant le collège des écoles doctorales de Sorbonne, enfin à l'époque de Sorbonne Université, et d'avoir entendu des tas de collègues dire mais tout ça on sait très bien faire, on n'a pas besoin de formation. Et de la même façon qu'on essayait de convaincre les gens, et c'est aussi très discipline indépendant, que encadrer les doctorants, il y a un aspect entre guillemets ressources humaines qui n'est pas forcément évident, qui a peut-être aussi besoin de formation dans ce sens-là. C'est pas parce qu'on a passé une thèse de physique quantique ou d'astrophysique qu'on sait forcément tout sur les aspects autour du métier, l'encadrement d'une équipe, l'encadrement de doctorants. Et donc je pense qu'effectivement, ça fait partie des discussions qu'on a eues régulièrement avec les VP Recherche, c'est d'arriver à développer au niveau de l'HDR, c'était quelque chose qu'on avait essayé de mettre en place, justement, d'avoir une formation qui comprennent entre autres ces questions d'intégrité scientifique pour éviter effectivement la bascule entre l'encadrant et ce qu'ils apprennent à l'école doctorale par ailleurs. Donc, mais c'est très difficile à mettre en place parce que là, les collègues ressentent ça un peu comme une mise en cause et c'est pas évident d'arriver à les convaincre qu'il y a une vraie problématique et que c'est pas une mise en cause personnelle, mais que c'est un besoin important d'être formé à ces questions. Donc, mais je pense que ça va venir, mais de la même façon que ça a été un peu long à mettre en place le système général, ça va prendre encore quelques années, mais avec la formation des jeunes, justement, un peu au fur et à mesure qu'ils vont monter dans la carrière, ils en auront entendu parler avant et ça sera moins difficile à faire passer dans quelques années, je pense. Et ça, c'est quelque chose qu'on va garder effectivement dans le viseur. Je crois qu'il y a une toute dernière question, puis on sera obligé de conclure. Brièvement, et du coup peut-être des remarques, ça évitera une réponse. Pour rebondir sur les étudiants de licence, je pense qu'il faut aussi déjà penser que les collégiens, dans leurs expériences de chimie, font la même chose pour faire plaisir aux profs. Donc je crois que ça nous interroge quand même sur la nature humaine et l'intégration de la pression sociale. Référence à l'éthique, on a cité très tôt Christian Hervé. Je crois bien sûr que c'était quand même un continuum de la journée. Le conflit d'intérêts peut être sur d'autres bases, et je pense à l'expertise judiciaire, qui est une autre forme d'évaluation, traitée complètement différemment. Genre la justice, quand il y a un train qui déraille, ils vont aller chercher l'expert qui a travaillé depuis 30 ans à la SNCF. Et pour eux, c'est évident que c'est le meilleur qui va pouvoir répondre aux questions que la justice va lui poser. Donc il faut vraiment, en effet, on a dit que le droit n'était pas assez présent, il faut avoir aussi d'autres référentiels pour pouvoir penser un petit peu des questions internes à la recherche. Et juste dernière remarque pour faire référence là ce matin à ce qui était dit de celui qui s'était fait piéger par une revue prédatrice. Il n'a pas conservé les dialogues avec la revue. Un article paru dans la revue Travailler, qui vient de sortir, la publication qui va de soi entre soi, fait état justement là à conserver le dialogue avec cette revue et relate une expérience
similaires, tout à fait instructives et à diffuser. Ok. Merci. Alors, je ne sais pas qui... Est-ce que quelqu'un veut répondre? Enfin, c'était plus une remarque qu'une question, peut-être, hein, je crois. Je vois l'heure. Je pense qu'il faut peut-être clore, et donc je laisse la parole. Arrivons-nous à conclure. Au grand maître des horloges, Pascal, merci. Merci Pascal Aventurier. Merci infiniment à tous les participants de cette table ronde, ainsi qu'à tous les autres depuis ce matin, toutes ces contributions extrêmement intéressantes sur cette thématique de l'intégrité scientifique. Nous remercions bien évidemment l'Université de Paris-Nanterre pour son accueil par l'intermédiaire d'Isabelle Rivoal, ainsi que le président Ballaudet de l'Université de Paris-Nanterre, qui a, dès 2014, fait partie du groupe de travail qui a permis de construire le groupement d'intérêt scientifique du réseau des urfistes. Nous remercions également à la technique 99 Fahrenheit avec Anthony Francin et Mehdi Farras. Et nous remercions nos jeunes auto-entrepreneurs, Julien Javot et Élodie Thévenin, ingénieurs du son, qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je prends 10 secondes en tant que participante pour remercier les organisateurs et pour rendre hommage à leur travail préalable à la journée. Ils ont beaucoup travaillé avec nous, ils nous ont préparés, et c'est aussi comme ça qu'une journée est réussie, donc je voulais les remercier. Merci.